Comment entreprendre à l'ère du numérique? Comment entreprendre dans un pays où l'électricité est une denrée rare? Mesdames et messieurs, nous allons tenter de répondre à ces questions épineuses dans cette émission Rendez-vous du soir. Béni Moni, c'est moi, notre invité de ce soir. C'est bien le professeur Paul Oumandji, qui est un repère, un modèle pour la jeunesse congolaise en particulier et pour la République démocratique du Congo en général. Bienvenue, professeur. Merci beaucoup, Madame Moni. Alors, qui est le professeur Paul Oumandji? Bon, le professeur Paul Oumandji, je vous l'avais dit déjà, il est professeur, c'est-à-dire il est docteur en sciences de gestion des arts universitaires à Paris, professeur à la faculté des sciences économiques et de gestion de l'université de Kinshasa. Et puis, j'enseigne dans plusieurs autres universités et de la place, Université Révérend Kim, Université Cardinal Malula, Université Nouveaux Horizons à Lubumbashi, mais aussi le professeur est cadre de l'administration fiscale où il est inspecteur des impôts et chef de brigade d'audit interne. Et à part ça, on a quelques autres activités de bureaux qu'on a créés pour valoriser toute la connaissance que nous avons. Alors, professeur, vous êtes congolais. L'actualité oblige la République démocratique du Congo, les léopards de la RDC, à remporter la main haute face au Soudan. Alors, quelles sont vos impressions? Bon, c'est la joie. Hein. Notre souci, c'est que les léopards aillent vers l'avant. La RDC, c'est un grand pays. Nous ne méritons pas d'être éliminés aux éliminatoires, si je peux dire ça. Nous ne méritons pas les huitièmes de finale, nous ne méritons pas les quarts de finale. En tout cas, au regard de la RDC, moi, j'ai toujours dit notre place, c'est en finale ou en demi-finale. Et du coup, comme on a gagné les matchs, allez-y les léopards jusqu'en finale. Voilà, ouais. Allez-y les léopards jusqu'en finale. Tel est le souhait du professeur Paul Oumandji. Alors, professeur, vous êtes professeur de l'université. Avec vous, c'est plus la science. Alors, nous voudrions comprendre un peu qu'est-ce qu'on attend de l'entrepreneuriat. Bon, l'entrepreneuriat, si on veut définir de manière beaucoup plus compréhensible, c'est dans les deux aspects. D'abord, l'entrepreneuriat, c'est l'effet de créer une entreprise, c'est-à-dire faire exister une entreprise qui n'existait pas. Et l'entreprise de quoi? C'est une unité de production des biens et services destinés au marché. Donc l'entrepreneuriat, c'est créer une activité qui finit elle-même par créer de la richesse. Ou ce qu'on dit en termes clairs, de la valeur. Et si on ajoute de la valeur ajoutée, c'est-à-dire j'apporte quelque chose de plus dans l'économie du pays. C'est ça un entrepreneur. On ne peut pas être entrepreneur si on n'a pas créé une entreprise. On ne peut pas non plus être entrepreneur si on a créé une entreprise qui n'a pas apporté la valeur ajoutée dans l'économie. Je donne un exemple. Faire une entreprise criminelle, c'est aussi c'est créer une entreprise. Ouais, quelqu'un qui se dit, moi, voilà, je vais commencer à tuer les gens, voilà. Ça, c'est pas de l'entrepreneuriat. Parce que l'activité criminelle n'apporte pas la valeur ajoutée dans l'économie. Par contre, c'est une activité répréhensible, condamnable, vous voyez. Mais quelqu'un qui dit, je crée une boulangerie, voilà, il va vendre des pains, il va gagner les bénéfices, il va permettre en sorte que les gens qui achètent les pains se retrouvent aussi parce qu'ils vont consommer ces pains. C'est ça l'entrepreneuriat. Le deuxième volet, c'est que vous avez aussi les gens qui ont des capacités d'innovation, de transformation, mais qui ne sont pas forcément des entrepreneurs. Je donne un exemple. Il n'a pas créé son entreprise, mais il a des idées qu'il peut mettre à la disposition d'une entreprise. Ça, c'est un peu ce qu'on appelle l'intrapreneuriat. C'est-à-dire, je travaille, vous êtes là, vous êtes ici, et du coup, vous apportez des idées, des innovations qui transforment cette entreprise. Mais vous êtes aussi entrepreneur interne, donc intrapreneur. C'est aussi la capacité de développer les aptitudes et les compétences. Un entrepreneur n'est entrepreneur que quand il sait développer tout ce qu'il a en lui, ouais, pour arriver à atteindre son but. Alors, dans ce sens-là, les personnes intelligentes, les personnes qui ont des capacités d'atteindre les objectifs, c'est des personnes qu'on peut appeler aussi des entrepreneurs, pour ne pas dire des entreprenantes. C'est-à-dire des gens qui ont cette capacité-là
de concevoir. Il y a des gens comme ça dans la vie, ils disent, bon, moi je ne vais pas mourir. Hein. Je ne veux pas mourir, donc il me faut faire quelque chose dans la vie. Même si ça ne sera pas des grands, mais au moins je sais me battre. Ces gens-là sont des entrepreneurs, en quelque sorte. Voilà. Alors, il y a deux concepts qui semblent un peu être flous, surtout dans la jeunesse congolaise. Alors, y a-t-il une différence entre entrepreneur et investisseur? Bon, je dirais que, en quelque sorte, tout investisseur est entrepreneur. Okay. Parce qu'investir, c'est affecter les moyens vers une cause. Par exemple, si je vais créer une entreprise, je vais mettre en jeu des capitaux. Je vais mettre en jeu le moyen. Donc, je suis investisseur. Mais le problème, c'est qu'il y a des investisseurs qui ne créent pas d'entreprise, qui peuvent prêter l'argent aux entrepreneurs. C'est-à-dire comme les banques. Hein. Vous voyez, les banques investissent. C'est-à-dire, vous avez des idées, vous voulez créer une entreprise, mais vous n'avez pas les moyens, vous pouvez aller chez un investisseur. Il peut mettre ses moyens à votre disposition. Donc, l'entrepreneur, c'est un investisseur qui met peut-être ses propres moyens à sa disposition. Ou il est allé chercher auprès d'une banque, ou il est allé... Alors, les formes de financement, maintenant, si je peux dire, parce que investir, financer, on finance un investissement. Donc, le financement des investissements, ça peut revêtir plusieurs formes. Soit je vous prête mon argent, tu crées ton entreprise et puis tu me rembourses mon argent avec les intérêts. Soit j'accepte d'être associé avec vous, c'est-à-dire l'idée c'est toi, mais tu n'as pas de moyens, moi j'apporte le moyen, nous nous associons. En ce moment, si nous associons, c'est-à-dire nous gérons ensemble, qu'il y ait perte au bénéfice. Nous sommes solidaires. Vous voyez, moi je viens, voilà. Ou bien je peux être un investisseur obligataire, il y a plusieurs formes, c'est-à-dire je te donne mon argent, je suis avec toi, mais perte ou pas, en tout cas, toi tu dois me rembourser mon argent. Donc en bref, l'investisseur vient avec les moyens. L'entrepreneur, lui, c'est celui qui crée. Mais on peut être à la fois entrepreneur et investisseur. Ouais, alors, professeur, aujourd'hui, surtout dans la jeunesse congolaise, tout le monde veut être entrepreneur. On dort, on se réveille un bon matin, puisque voilà, on fait un truc là et on s'est dit, on s'appelle justement entrepreneur. Alors, c'est quoi les profils ou quel est les profils d'un entrepreneur? Bon, par contre, si je peux dire, je vais m'accrocher à votre parole, tout le monde veut être entrepreneur. Voilà. Cela me ramène à dire quel type d'entrepreneur. Voilà, c'est ça au fait la différence. Je fais partie de cette école-là, des gens qui pensent que la pensée précède l'action. Ok, c'est-à-dire si je crée mon entreprise, comme je l'ai dit, c'est dans le but d'apporter une valeur ajoutée dans l'économie. Vous voyez, bon, ce n'est pas le matin, si je me réveille, je vais me poster dans un coin, je n'ai pas de quoi manger, je dérange un peu les gens, je transporte peut-être votre sac, je vous accompagne et puis vous me payez quelque chose. Après demain, je reviens encore là-bas, je garde votre parking. Voilà, vous travaillez, moi je suis là et puis vous me donnez 1000 francs et puis je me dis voilà, je suis entrepreneur. Vous voyez, en fait, c'est ce que nous vivons à Kinshasa, ce que nous vivons en RDC. C'est-à-dire les gens se battent pour vivre. Ouais. Et nous, en science, on les appelle des entrepreneurs de survie. C'est-à-dire quelqu'un qui a créé peut-être une entreprise, mais le souci seulement, c'est de ne pas mourir de faim. C'est pas mourir de faim, c'est-à-dire c'est des débrouillards. Voilà, vous voyez, chez nous, on parle même de l'article 15. C'est-à-dire, débrouillez-vous. Voilà, c'est un peu ça. Mais le vrai entrepreneur, c'est ce qu'on appelle l'entrepreneur d'opportunité, c'est celui qui fait une entreprise qui a une valeur ajoutée. Donc ça commence d'abord par sa tête, parce qu'on ne peut pas dire qu'un chailleur ne peut pas devenir un grand entrepreneur. On a plusieurs témoignages au Congo où les gens ont commencé à partir de rien. C'est ce qu'on appelle la création ex nihilo. J'ai créé à partir de rien, mais 10 ans après, c'est un grand métier. C'est un grand métier, mais tout dépend de la façon de la vision que vous avez. Mais le vrai entrepreneur, c'est celui qui apporte une valeur ajoutée dans l'économie. Maintenant, le profil, moi, je commencerai d'abord par ce qu'il a dans la tête. Voilà. Quel est son mode de pensée? Vous voyez, les étudiants, par exemple, se disent, moi, pour payer mes études, voilà, je me débrouille. Donc, son entrepreneuriat, c'est un entrepreneur de survie. Si je peux payer mes minervales, je suis en l'aise. Mais si quelqu'un dit, moi, je fais ça aujourd'hui, mais revenez dans 5 ans, vous verrez ce que je suis, ce qu'il a une vision de croissance,
de son entreprise. Donc le profil est plus d'abord dans la tête. Quel est le mode de pensée que vous avez? Et puis du coup, maintenant, il y a des conditions. Ouais, c'est pas moi, tu es mécanicien, tu vas aller créer une polyclinique, tu n'es pas médecin, tu vois. C'est incompatible. Voilà. Dans un moment, il faut voir la compatibilité. Ouais. Voilà, toi, tu es journaliste, tu peux créer un organe de presse. Il faut que ce que tu fais quand même soit compatible à ta propre situation. Voilà, tu ne peux pas te dire non plus... tu es né d'une famille, c'est pas moi, pauvre, tout ça, et puis tu dis, voilà, je vais investir dans l'immobilier, acheter des maisons à Gombe, et puis construire. Non, on commence avec quelque chose qui est compatible avec votre situation, votre vision et vos moyens. Et après, ça peut exploser, quoi. Alors, vous êtes professeur à l'université, vous êtes un modèle, vous êtes un repère pour la jeunesse congolaise. Alors, nous voudrions savoir comment est-ce que vous accompagnez la jeunesse congolaise vraiment dans les domaines de l'entrepreneuriat. Bon, moi d'abord, je donne ces cours d'entrepreneuriat que je vais de plus en plus pratiques. C'est-à-dire quand je l'enseigne, je donne d'abord aux étudiants des travaux pratiques, parce que je ne peux pas enseigner la théorie et s'y limiter là-bas. C'est vrai à l'université, l'université est faite pour vous donner cours et puis vous donner les points. Mais ce n'est pas parce que tu as fait 18 sur 20 dans un cours d'entrepreneuriat que du coup tu es un bon entrepreneur. Voilà. C'est-à-dire, est-ce que tu m'as suivi? Est-ce que tu es capable de répondre aux questions que je vous ai posées? Tu peux expliquer, tu as 18 sur 20. Mais au-delà de ça, il y a l'aspect pratique. C'est-à-dire, si tu m'as suivi, si tu veux créer une entreprise, je vous donne tous les outils nécessaires. C'est à vous de jouer. Et moi, dans ma philosophie, c'est de dire, à l'université, on enseigne la théorie, mais aussi la pratique. Mais c'est d'amener l'étudiant, parce que c'est rare dans les recherches, de voir un étudiant qui crée l'entreprise à partir de l'université. Souvent, c'est quand il termine qu'il se dit, bon, voilà, j'ai fini, je peux... Mais il y en a d'autres qui le font, bien sûr, à partir de l'université. Donc, notre mission, c'est d'abord donner cette théorie, c'est développer la culture entrepreneuriale et faire en sorte que si vous avez même 100 dans un environnement comme le nôtre en RDC, où il y a encore le chômage, que vous ayez ne fût-ce que 80 ou 70 qui se disent, moi en tout cas, je suis prêt à monter mon affaire. Donc, notre contribution, c'est à ce niveau-là. Et généralement, l'esprit entrepreneur peut se réveiller plus tard et la personne prend conscience. Parce que ce qu'on intériorise dans sa pensée peut ne pas s'exécuter immédiatement. Mais on s'en souvient toujours. C'est comme un enfant qui dirait, ah, mon père de mon vivant me disait ça, bon voilà. Après, il a oublié, mais un jour, il s'en rappellera quelque part. Maintenant, du coup, celui qui a pris cette décision, notre mission, c'est de l'accompagner. Voilà. Oui, de l'accompagner, de l'aider à avancer. Il sait déjà où il peut s'adresser, qu'est-ce qu'il peut faire. Et c'est pour cela que personnellement, j'ai tout un bureau pour accompagner les jeunes qui veulent travailler dans ces domaines. Alors sans rien demander, ou il y a de frais qu'il faudrait payer, il faudrait remplir des fiches, il faudrait faire tout ça là, ou bon, justement vous, en fait, généralement l'encadrement ou l'accompagnement des jeunes, je parle de cadre d'université, n'est pas encore bien organisé en République démocratique du Congo. C'est-à-dire l'université en relation avec le ministère, l'université en relation avec les bailleurs de fonds, ce n'est pas encore bien défini. Ouais, parce que les professeurs, normalement, ils travaillent pour être rémunérés, mais vous allez demander à un étudiant qui vous accompagne de vous payer, c'est pas évident. C'est pas évident. Sous d'autres cieux, vous faites un travail en quelque sorte bénévole auprès des étudiants, mais vos interventions sont financées, soit par les pouvoirs publics, soit par des institutions spécialisées. Mais demander à un étudiant de payer un professeur comme moi pour l'accompagner, ce n'est pas évident. Donc l'accompagnement doit se faire de manière gratuite, mais en tant que scientifique ou à tous les temps que vous mettez en place, il faut qu'il y ait un bailleur de fonds. Voilà, nous on a des équipements, on a des ordinateurs, mais jusque-là, si vous n'êtes pas appuyé financièrement, eh bien vous allez même manquer de l'encre pour mettre dans les photocopies. Alors, dans un pays où l'électricité est une denrée rare, cher professeur, comment entreprendre à l'ère du numérique? Bon, l'entrepreneuriat numérique, c'est un concept qui se développe de plus en plus. C'est-à-dire, je crée l'entreprise, où je développe une affaire en utilisant le numérique. Et aujourd'hui, dans le monde, même dans notre contexte, ça peut être
le moyen le plus rapide. Parce que créer une entreprise virtuelle et créer une entreprise physique comme ça, on va vous demander le numéro impôt, on va vous demander le registre commercial, vous devez trouver un local, vous devez louer ce local-là, et vous devez, c'est pas moi, mais l'entrepreneur numérique, lui, même par son téléphone, il a créé son entreprise. Par son téléphone, il a créé son entreprise. Du coup, dans un contexte de précarité, dans un contexte de pauvreté, je crois que l'entrepreneur numérique peut constituer une opportunité pour les jeunes. Ouais, qui créent des boutiques en ligne, tout ça. Mais évidemment, maintenant, l'électricité peut poser problème, mais moi j'évoquerai plus les problèmes de l'Internet. Ouais, parce que quand vous avez votre Internet, ça peut déjà... Maintenant, du coup, l'électricité, c'est vous avez une entreprise industrielle, vous voulez produire, bon, s'il n'y a pas d'électricité, ça ne marche pas. Mais l'entrepreneuriat numérique, c'est des gens qui créent des entreprises en utilisant la technologie numérique. Et aujourd'hui, le monde est devenu un grand pays, donc un grand village, j'allais dire. Donc je peux être ici, je vends aux États-Unis, je vends... vous voyez vous-même, maintenant, même la musique, ce n'est plus, on ne marche plus avec les CD, tout ça, voilà. Maintenant, il faut avoir des jeunes qui ont la capacité de manipuler le numérique. Vous voyez, aujourd'hui, ils ont cette facilité que n'ont pas eu leur papa. Parce qu'un vieux papa, une vieille maman, quand lui donnait un téléphone, c'est formez-moi les numéros, j'appelle. Voilà. Mais les jeunes ont la facilité d'utiliser autrement son téléphone. Et ça peut déjà être un investissement pour lui. Mais est-ce que tout le monde voit les choses de la même manière? C'est ça la question. Alors, vous encadrez le jeune, vous encadrez les étudiants, vous encadrez le futur cadre du pays, de la République. Alors, lorsque vous regardez cette jeunesse, quel avenir? Surtout plus dans les domaines de l'entrepreneuriat pour la jeunesse congolaise. Bon, je peux dire en général, toute la jeunesse, c'est le dynamisme. Toute la jeunesse, c'est le dynamisme. Quand je regarde seulement madame aller dans les fêtes de mariage, regardez comment les jeunes s'organisent pour faire plaisir à leurs amis, comment ils dansent, vous voyez, aller dans les deuils, regardez comment ils s'organisent pour peut-être rendre honneur à leurs, voilà, à leurs amis ou parents, aller dans les matchs, regarder l'ambiance qu'ils créent quand ils sont dans les terrains de football. Donc, bref, la jeunesse, c'est le dynamisme. Quand on a l'âge là de jeunesse, on est dynamique. Tout dépend de la manière dont on encadre ces jeunes-là. Ouais, c'est ça les grands problèmes. L'homme ne peut rendre que ce qu'on lui a donné. Le problème de l'entrepreneuriat, en principe, les recherches ont démontré que si la personne n'a pas de modèle, si la personne n'a pas de repères, c'est difficile qu'elle réussisse. Si tout le monde adore la musique, c'est parce que nous avons des musiciens modèles. Voilà. Oui, les gens s'appellent, se collent des noms, je suis ceci, je suis cela, parce qu'il y a des modèles. Si tout le monde adore le football, parce qu'il y a des footballeurs modèles. Mais au Congo, on a perdu des millionnaires modèles. Voilà. Oui, on ne voit plus de millionnaires modèles. On voit des Libanais, on voit des Indiens, tout ça. Du coup, dans la tête, c'est même dans la famille, si vous venez d'une famille où personne n'a fait les affaires. Vous voyez, personne ne s'est enrichi. Parfois, vous-même, vous interrogez déjà l'esprit de pauvreté. Parce que vous n'avez aucun repère, aucune référence. C'est ce qui fait parfois que le fils de pasteur devienne aussi pasteur, le fils de professeur devient aussi professeur, parce qu'il a un repère, il a un modèle. Ce qui manque au Congo, c'est ces modèles-là, que nous sommes en train de perdre petit à petit. Bon, tout le monde maintenant bascule dans la vie politique, honorable, parce qu'on pense que la meilleure façon de vivre au Congo, c'est d'être politicien. Voilà. Il faut que nous rentrions à ce niveau-là, de donner aux jeunes un modèle. Même nous qui enseignons, parfois, si vous n'avez pas, on a parfois des sortes de professeurs. Hein. On a un professeur peut-être qui, à part d'être professeur, il a d'autres occupations, et il vient enseigner, il a un véhicule, il aspire un peu l'aisance. Ouais, on a d'autres qui ne vivent que de ça. Ouais, et puis du coup, quand l'étudiant les regarde, il faut, oh, mais ça, c'est ça vraiment être professeur. Ouais, c'est ça le problème. Mais en général, les jeunes sont dynamiques, ils ont besoin seulement d'un modèle à suivre, et si ce modèle est organisé, tout ira bien. On n'a jamais un dynamisme qu'auprès des jeunes. Et dans un pays comme la RDC, on a plus de 60% des jeunes
Ça, c'est vraiment une richesse de la République démocratique du Congo. Et vous êtes un modèle, vous êtes un repère, vous êtes un modèle pour cette jeunesse. Je ne peux pas m'en vanter, c'est parce que pour être modèle, il faut que quelqu'un dise que voilà, c'est toi modèle, mais je peux dire que beaucoup m'appellent coach, maître, tout ça, voilà. La charité bien donnée commence par soi, mais on peut parler de soi. C'est ça, justement, et en tant qu'enseignant, je développe des principes à moi. Je développe des principes à moi qui peut faire en sorte que les étudiants qui me regardent disent voilà, ça c'est un modèle, parce que l'enseignant ne se limite pas seulement d'enseigner, mais même sa façon de s'habiller, d'être, ça communique un message, et nous faisons un effort dans ce sens-là. Alors, professeur, une question qui m'est venue. À quel âge doit-on entreprendre? Bon, à quel âge? Les études ont démontré, moi-même j'ai fait des études là-dessus. J'ai fait une sélection de 409 dirigeants de PME et j'ai posé la question quel était leur état civil. La quasi-totalité, c'était de mariés. C'était de mariés. Déjà, je me suis dit, au Congo, avec toute la souffrance que nous avons, quand quelqu'un veut se marier, c'est parfois après 30 ans. Oui, voilà, c'est après 30 ans, ouais. Donc, ils avaient une moyenne de 35 ans, tout ça. Je me suis dit, c'est qu'à l'université, les étudiants qui terminent à 25 ans, 26 ans, c'est difficile de les voir entrepreneurs. Je ne parle pas d'entrepreneuriat de survie, c'est des débrouillardaires. Mais c'est après qu'ils prennent conscience, qu'ils s'installent réellement. Donc, il n'y a pas un âge précis pour être entrepreneur. Quand vous êtes déjà majeur, 18 ans, vous pouvez faire des grandes choses. Mais l'expérience personnelle avec les études que j'ai menées, j'ai senti que les vrais entrepreneurs, c'est ceux-là qui ont dépassé la trentaine d'âge, qui ont réussi à installer les entreprises de manière pérenne et en même temps se marier aussi. Parce que généralement, dans les comportements des jeunes Congolais, la priorité, c'est d'abord se marier. C'est-à-dire quand il a un peu de moyens, il cherche d'abord à se stabiliser, mais après, maintenant, il pense à autre chose. Voilà. Alors, c'était bien là, le professeur Paul Oumandji. Avec lui, nous sommes en train de parler comment entreprendre à l'ère du numérique avec les difficultés de l'environnement, avec tout ce qui se passe, comment réussir sa vie dans l'entrepreneuriat. Mais nous allons demander à la régie de nous balancer quelques vidéos. Le professeur a tenu une conférence la fois dernière, c'était à l'UNIKI. Nous allons visualiser ces vidéos et puis retourner faire un petit commentaire. Je parle un peu de manière accélérée. Après, du coup, si vous avez des questions, vous allez poser. Elle vise aussi la redistribution des revenus et faire des incitations fiscales. Et vous êtes économiste, vous savez que nous avons une politique fiscale structurelle et une politique fiscale conjoncturelle. La politique structurelle, elle est un peu placée dans une dimension dans les temps, à prendre des mesures dérogatoires, pénalisation des normes fiscales, et la politique conjoncturelle, c'est celle qui s'applique au quotidien, du genre lutter contre l'inflation effectuée dans les territoires congolais sont imposables au Congo. Et c'est aussi une stratégie en quelque sorte, parce que la territorialité de l'impôt fait en sorte que les Libanais qui travaillent au Congo payent ces impôts en RDC, tandis que les Congolais qui travaillent à l'étranger ne payent pas ces impôts en RDC. Donc vous comprenez que le pays à économie pauvre ont tendance à imposer toutes les transactions qui font. Alors, professeur, c'était là la conférence que vous aviez tenue à l'UNIKI. Vous avez pu réunir des milliers de jeunes Congolais, les étudiants. Alors, c'était quoi déjà le thème de cette conférence? Le thème, c'était la fiscalité, levier de souveraineté et de développement national. Et je l'ai fait à l'initiative des jeunes, comme je vous dis, sont dynamiques, les jeunes des cercles des étudiants en économie publique industrielle qui m'ont invité pour pouvoir parler avec eux de la fiscalité. Alors, c'était quoi, pourquoi le choix de ces thèmes? Bon, on voulait réfléchir ensemble avec les étudiants comment on peut développer un pays par la fiscalité. Et ils voulaient un peu comprendre.
et savoir pourquoi dans notre pays, alors, nous avons une fiscalité, mais le pays n'est pas développé. Voilà. C'est les revers de leurs réflexions. Alors, j'étais obligé d'expliquer qu'effectivement, on ne peut pas développer un pays sans la fiscalité. Parce que la fiscalité, c'est elle qui apporte les ressources propres. Donc, un pays fonctionne avec deux types de ressources. Soit vous avez vos moyens propres, soit vous avez des ressources exceptionnelles, c'est-à-dire à défaut d'avoir les moyens propres, vous vous endettez, vous demandez les dons, vous demandez les aides. Vous voyez, Et même la Bible dit, c'est la main qui donne, qui domine. Voilà. Bon, du coup, si vous demandez l'argent des autres, vous allez rembourser avec les intérêts et dans leurs conditions. Alors, tous les pays du monde développent la fiscalité comme outil de souveraineté d'abord. Parce que quand vous avez vos propres moyens, vous prendrez vos propres décisions. Voilà. Moi, si je vous donne mon argent, je vous prête mon argent, si je n'ai pas confiance à vous, je risque même de vous suivre dans la gestion et vous dire, voilà, pour que je sois sûr que vous allez me rembourser, voilà ce que vous devez faire. Déjà, le fait de ne pas disposer de ressources propres, ça hypothèque même l'indépendance d'un pays. Alors, il fallait quand même échanger ces choses-là avec l'étudiant. Alors, j'ai montré aussi les difficultés du système fiscal congolais, les difficultés de la RDC pour collecter ses propres ressources, mais on a chuté sur le civisme fiscal. C'est-à-dire la capacité pour chacun, pour chaque Congolais, d'honorer ses obligations fiscales avec joie. Parce que l'impôt, c'est une contrainte, bien sûr, mais il y a des gens qui payent l'impôt avec joie. On a des pays qui ne sont pas développés, mais qui contribuent à travers leur fiscalité de donner à leur pays des moyens. Et quand ils voient que leur pays se développe, c'est avec joie. Donc nous, on a perdu d'abord cette habitude depuis l'indépendance, parce que les Belges nous ont laissé une culture de fiscalité presque terroriste. Vous voyez, les Belges utilisaient l'outil fiscal pour contraindre les Congolais. Et à l'indépendance, les gens pensaient déjà que comme nous sommes indépendants, nous ne paierons pas l'impôt. Et du coup, même le maréchal Mobutu qui a pris le pouvoir, il a ignoré l'impôt foncier, il a ignoré l'impôt sur le revenu locatif, à tel point qu'aujourd'hui, un Quinois qui a une maison, venez lui demander l'impôt foncier, il peut faire sortir la machette. Exactement. Voilà. Donc on n'a pas encore intériorisé ce civisme fiscal-là. Et du coup, nous héritons toujours de cette mentalité jusqu'aujourd'hui. Alors que sans impôt, c'est difficile de pouvoir développer un pays. Et comme c'était des jeunes, il fallait déjà cultiver cette mentalité, parce que c'est économiquement faible. Les étudiants ne payent pas l'impôt, ils n'ont pas de revenus. Mais demain, ils seront contribuables. Demain, ils vont diriger les pays, l'administration. Il faut déjà inculquer cette mentalité. J'étais personnellement très content de la réaction des jeunes par rapport à cette conférence. Alors, vous venez de parler des impôts, de la fiscalité. C'est là, en fait, aujourd'hui, quand on vient de soulever les Congolais, lorsqu'il s'agit de payer les impôts, ça devient... C'est comme un corvée, c'est comme des contraintes et tout. Cela n'est pas dû aux problèmes économiques qui rongent notre pays. Puisqu'on s'est dit, bon, je suis en train d'entreprendre avec le peu que j'ai, alors je vois les agents de l'État qui sont là, je dois payer encore, je dois payer là où j'ai loué. Alors, parfois, ça casse la tête. Tout à fait. Le civisme fiscal tient de plusieurs paramètres. Le civisme fiscal tient, si je prends... des pays comme la Suisse, vous voyez, la Suisse n'a pas assez beaucoup de... Mais là, on ne blague pas avec l'impôt. Si tu fraudes l'impôt, même les voisins vont refuser de te saluer, parce qu'ils ne comprennent pas que tu ne payes pas l'impôt, tu vois. Parce que pour eux, l'impôt, c'est sacré. C'est sacré, il faut donner à l'État les moyens. Mais le civisme fiscal, comme ça, j'avais dit, va de pair avec certains comportements. Vous voyez, si vous allez dans les pays scandinaves, la pression fiscale est forte, c'est-à-dire l'État prélève sur le revenu de personnes, beaucoup d'argent. Là, tu peux avoir $100, mais l'État te prend $46. Mais les gens payent. Pourquoi? Parce que quand il tombe malade, il est soigné, il prend les transports. Vous voyez, on dit toujours que l'impôt n'a pas de contrepartie, mais l'État qui organise la collecte des impôts doit rendre service aux citoyens. Vous voyez, si je suis étudiant et qu'à midi, je mange, à midi, je mange, j'ai une bourse, vous voyez, comme c'était avant, vous voyez. Donc, si je termine, je vais garder les souvenirs d'un État qui m'a pris en charge. Et du coup, si on me demande de payer vos impôts, je vais payer, voilà, c'est un peu ça. Mais si j'ai beaucoup souffert, sans que je ne sois assisté, je risque de développer un comportement de rébellion. Vous voyez, c'est un peu ça. Et vous avez remarqué avec les pouvoirs actuels du président Félix, les recettes sont en train d'augmenter.
C'est pour ça que je vous dis que la démocratie va de pair aussi avec les recettes. Les gens ne savent pas ça. Plus un pays est démocratique, plus ce pays fait des recettes. Parce que les gens dénoncent le mal, les gens, vous voyez aujourd'hui, c'est l'IGF qui dénonce à côté, voilà. Vous avez fraudé ici, tout le monde connaît, voilà. Donc, c'est-à-dire, plus les citoyens réclament la redevabilité, plus les gens opèrent, plus ils payent l'impôt. Ça, c'est aussi un paramètre. Tandis que dans un régime dictatorial, les gens se sentent étouffés, ils se disent non, l'État ne fait rien pour moi, d'ailleurs, peut-être on a tué mon oncle, je ne le ferai pas. On a un comportement de résistance. Et plus on voit ce que l'État fait de cet argent, plus les gens sont convaincus de donner les moyens. Parce qu'il y a l'aspect contrainte, parce que si vous ne payez pas d'impôt, c'est le recouvrement forcé, on peut saisir les biens, on peut vendre, mais il y a aussi l'aspect bonne volonté participative. Vous voyez, c'est ça ce que j'appelle le civisme fiscal. C'est-à-dire, je donne, je paye, je le fais avec joie. Alors, en RDC, tout se confond. Voilà. Ouais, on a la mentalité coloniale, non, il ne faut pas venir chez moi ici. Bon, en même temps, on est conscient que sans cela, le pays ne va pas fonctionner. En même temps, ici, c'est bien géré, là, c'est mal géré. Donc, il y a encore de cette petite cacophonie-là qu'il faut faire quand même ces réglages-là pour que tout le monde arrive à payer l'impôt. Mais sinon, c'est absolument nécessaire si nous voulons assurer notre indépendance. Alors, frôlons un peu sur l'IGF. Aujourd'hui, l'IGF n'a pas un travail. D'un côté, la population dit que l'IGF serait derrière le chef de l'État, Félix Tshisekedi. Alors, quelle est votre lecture par rapport au travail qu'abat l'IGF? Bon, en matière de finances publiques, il y a les recettes, qu'il faut absolument d'abord faire les recettes, absolument, pour donner à l'État le moyen de sa politique. Et il y a l'aspect dépenses. Il faut maintenant bien dépenser, c'est-à-dire bien affecter les ressources publiques. Donc l'IGF intervient et du côté des recettes, pour voir un peu est-ce que les recettes sont suffisamment mobilisées, et du côté des dépenses, si on a mobilisé, est-ce qu'il y a une certaine rationalité dans la gestion. Moi, je suis responsable de l'audit interne à la DGI. On n'aime jamais un contrôleur. Jamais. Quand on aime un contrôleur, c'est qu'il n'est pas contrôlé. Voilà. Et voilà. Ou soit on est soi-même transparent, on se reproche de rien, ou soit-même c'est le comportement de résistance. Oui, c'est un réflexe. Et nous sommes formés pour détecter des gens qui ne nous aiment pas, déjà dès le départ. C'est-à-dire, quand vous venez dans une mission, ils développent déjà, ils vous disent déjà, je vais aller en vacances, et vous allez travailler avec mon collaborateur, et on se voit demain, on se voit. Donc, c'est déjà un comportement de réticence. Vous savez qu'ici, déjà... Vous êtes des témoins gênants, donc... Tout à fait. Mais comme je l'ai dit, dans un pays démocratique, personnellement, quand on attend des millions de tournées, c'est pas moi... C'est comme je l'ai toujours dit dans une famille, et quand il y a peut-être l'enfant volé ici, même les voisins, parfois on se dit, bon, taisons-nous, parce que si les voisins comprennent, c'est va dire, voilà cette famille de voleurs-là. Voilà. Mais parfois on est obligé de crier pour que les gens voilà, sachent que non, on a monté sur les toits pour crier, mais ça ne fait pas plaisir de citer des millions comme ça, détournés. Les gens qui nous suivent, ils disent, mais c'est Congolais la finance. Moi, je voyage beaucoup, j'ai fait des conférences. Je peux vous dire, madame, une fois, je me présente comme venant de la République démocratique du Congo. Eh bien, tous les collègues et professeurs qui étaient là, ben, ils ont projeté, ils ont tapé, ils ont projeté 5 minutes de discussion sur mon pays. On citait que voilà, c'est la capitale où on viole les femmes, hein, tout ça. Et moi, je me suis dit, finalement, nous sommes venus ici pour une conférence. Voilà. En attendant que ça commence, ça devient l'histoire de la RDC. Pas dans le bon sens, mais dans le mauvais sens. Voilà. Ben, tu te sens un peu gêné. Okay. Mais c'est la réalité de chez nous. Quand on dit qu'on viole les femmes à l'Est, on vous pose la question. Tu ne vas pas dire qu'on ne viole pas les femmes. Voilà. Tu dis, bon, c'est la réalité de chez nous. Tu essaies un peu d'expliquer. Donc, il faut qu'à un certain moment que nous puissions révolutionner notre gouvernance pour faire en sorte que quand on parle de la RDC, on parle d'un pays où les gens respectent la loi, les gens payent les impôts, les mandataires gèrent très bien, où on les respecte, on leur donne une bonne chaise parce qu'on a appris, voilà, il a fait des recettes, il a fait ceci, cela, que d'apprendre que non, là on a détourné, à gauche on a fait ceci, et ça fait même la honte. Nous ne pouvons qu'encourager l'IGF qui a toujours existé, mais que les gens découvrent parce que dans une ambiance de démocratie, tout commence à surgir, quoi. Okay. Mais il a toujours existé depuis longtemps. Voilà. Alors, professeur, est-ce vrai le secteur informel fait couler des pertes énormes sur les plans fiscaux? Et si oui, comment faire pour quitter l'informel au formel?
C'est vrai, les études démontrent que d'abord 90% des activités en RDC sont dans les secteurs informels. Quand je parle de secteur informel, c'est des activités qu'on ne déclare pas, les activités qui ne payent pas l'impôt, voilà, les activités qui fonctionnent au noir. Et moi, je dis toujours, il y a encore de l'informel dans les formels. C'est-à-dire, vous avez un opérateur économique qui a tous les papiers, qui soi-disant paye ses impôts, mais il a des activités parallèles. Parfois, il fait des importations avec ce qu'on appelle des prête-noms. Okay. Oui, il s'appelle François, et il paie des impôts comme François, mais il importe certains conteneurs comme John. Et il se cache. Oui. Donc, on a même l'informel dans les formels. Voilà, ça devient grave. Bon, du coup, on a aussi l'informel que moi j'appelle l'informel de la pauvreté. C'est-à-dire, je me réveille le matin, j'ai peut-être 20 $, je vais dans une boulangerie, je vends mes pains pour que mes enfants vivent. En principe, j'aurais dû payer ne fût-ce que ma patente, mais j'ai dit, bon, ça c'est... voilà. Bon, la plupart des Congolais sont dans des activités informelles, qui ne déclarent pas. Oui. Et du coup, ça porte préjudice aux ressources fiscales. D'abord, ceux qui développent l'informel dans le formel, c'est-à-dire ils évadent des capitaux, ils ne déclarent pas comme il faut. Et quand on prend maintenant les petits informels là, qui multiplient des activités, qui ne déclarent pas, ça aussi ça porte préjudice, à tel point que chez nous, à la DGI, le poids fiscal repose sur une poignée de contribuables. Quand vous apprenez qu'on a fait des recettes, parfois 20% des contribuables, c'est la théorie de Pareto, 20% des contribuables produisent 80% des recettes. Et 80% des contribuables produisent 20% des recettes. Oui, c'est quand même une sorte d'ambiguïté, mais il faut, c'est une caractéristique des États africains où on a des difficultés de capter l'information à temps réel. C'est-à-dire, je peux commencer les affaires aujourd'hui, personne n'est informé. Vous voyez, on n'a pas encore développé les renseignements. Vous pouvez voyager peut-être chez nous avec plusieurs noms. Voilà, vous arrivez là-bas, vous appelez ceci, demain vous voyagez. Donc, on n'a pas encore intériorisé cette capacité-là, comme on voit en Europe, si la police... Mais c'est dû à quoi, ces comportements, ces habitudes? D'abord, c'est la pauvreté. Ok. Ouais, c'est la pauvreté. Quand vous êtes dans un pays où peut-être 60% de la population est pauvre, elle a tendance d'abord à prioriser ses propres besoins primaires. Boire, manger, dormir, tout ça. C'est après qu'il peut penser à l'État. Vous voyez, mais quand vous avez quelqu'un qui n'a pas un salaire qui dépasse 100 $, et vous dites, je vais vous prélever 30 $ ce salaire-là, après avoir encore payé sa dîme, parce que nous sommes population chrétienne, je donne à Dieu 10%, je donne à l'État 30%. En tout cas, ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. C'est pourquoi nous cherchons à privilégier ce qu'on appelle les impôts indirects, comme la TVA. Vous voyez, tu vas dans un restaurant, tu achètes, je sais pas moi, ton shawarma, avec ton petit budget de pauvreté, mais dans les shawarma, il y a déjà la TVA, tu as supporté un impôt. C'est comme ça, beaucoup de pays préfèrent taxer plus les impôts indirects. C'est-à-dire quand tu dépenses, tu n'es pas conscient de payer l'impôt. Mais ce qu'on appelle l'impôt sur le revenu, c'est-à-dire ce que tu gagnes là. Je te donne seulement un exemple. Aujourd'hui, si tu as 100 $, on risque de vous dire, commencez d'abord à donner la dîme, ça c'est spirituel. Après donner, parce que la pression maximale est de 30. Tu vois, les gens se posent des questions, ils disent, bon, je préfère qu'on me tue, qu'on vienne me demander ça. Donc c'est ça la difficulté. Alors vous êtes professeur, comment faire pour sortir ces pays de la pauvreté? Parce que c'est tous les jours que la population vit dans cette pauvreté atroce. Alors, vous êtes professeur, vous êtes homme des sciences. Alors, comment faire justement pour faire sortir la RDC de la pauvreté? Il faut seulement la volonté politique du gouvernement, lutter contre la corruption, lutter contre la fraude, lutter contre l'impunité. Ça, c'est d'abord la première des choses. De telle manière que si on a gagné 1 franc, que ces francs-là servent la nation. D'abord, c'est le premier principe. Si on a gagné 1 franc, que ces 1 franc-là servent la nation. Du coup, on va faire la politique de nos moyens modiques, mais ça va en plus aller. De deux, il faut aussi une politique nationale. Aujourd'hui, vous voyez, il y a des pays qui vous disent que vous ne faites pas, madame, vous ne pouvez pas avoir plus de 2 enfants. Mais chez nous, on est libre. On est libre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une politique
En RDC, tel que il faut les plannings familiales. Là, on est déjà à plus de 100 millions. On pouvait même dire arrêtons un peu, de faire. Oui, parce qu'un enfant de plus, c'est un budget de plus. Voilà. La vitesse de besoin en couverture sociale est doublement plus que la vitesse d'enrichissement de l'État. Donc, chaque jour où le temps passe, l'État s'appauvrit, mais les besoins augmentent. Ça, c'est déjà un problème. Regardez même les étudiants. Aujourd'hui, les auditoires sont pleins. Vous terminez, c'est pas moi, j'ai vu là-bas une université dans une province où on ne peut même pas appeler ça université. Parce que l'étudiant qui termine là-bas, il ne sait pas atteindre Kinshasa. Mais il a son diplôme d'État. Et on fabrique juste une cabane, on appelle ça université. Et officiel, s'il vous plaît. Vous voyez, ça pose un problème. C'est-à-dire, la population est en train d'accroître inversement proportionnel aux moyens de l'État. Vous voyez. Et du coup, les gens ne travaillent pas. Donc, il faut une politique nationale, même en matière de population, en matière de toute la stratégie, et aussi une politique de gestion des moyens de l'État. Et ça, c'est un programme qui ne se résolvera pas dans une année. C'est dans un programme d'action. C'est-à-dire, on peut se dire, nous sommes la RDC aujourd'hui en 2023, nous mettons en place une stratégie pour que 10 ans, en 2033, nous atteignions tels objectifs. Alors, il faudrait que la population comprenne qu'elle garde patience. Il y a aussi un problème sur ce point-là. C'est ce que la population fait. Chacun se débrouille. Chacun se débrouille. Quand tu prends ton transport, comme tu n'as pas de transport en commun gratuit, tu vois, quand tu tombes malade, tu vas voir l'oncle. Tu vois. Donc, on développe une solidarité. Oser seulement avoir un moyen dans la famille, c'est toi qui prends en charge toute la charge. C'est cette solidarité qui fait vivre les gens. Mais derrière la solidarité, il y en a qui ne réfléchissent pas. Tu peux t'imaginer, madame, tu n'as rien, tu formules des projets de mariage, tu fais les faire-part, tu te maries, tu fais l'enfant avec des faire-part, tu vas étudier l'enfant avec des faire-part, ça ne marche pas. Donc, vous voyez, c'est ce qu'il n'y a pas une politique. Allez regarder les Blancs, parfois, qui travaillent du matin au soir. Il n'a qu'un seul enfant. Parce que prendre des gens en charge un enfant, c'est tout un problème. Il s'est dit, je m'arrête à 1. Mais nous, on n'a pas de famille qui n'ont pas dépassé 10. Il faut mettre à 10, comme ça. Il y a les Mamboueni, les Mangouala, tout ça comme ça, la famille. On dit que la richesse, généralement, les Africains disent qu'avoir beaucoup d'enfants, c'est avoir beaucoup plus de richesse. Voilà, beaucoup d'enfants aujourd'hui, maintenant au Congo, c'est de la pauvreté. Voilà. Parce qu'assister tout le monde, on n'est pas encore arrivé à ces points. Mais nous, vraiment, il faut une stratégie. L'avantage que la RDC a, c'est de disposer de toutes les potentialités possibles. En sol, en sous-sol, en population, tout ça. Et vraiment, avec un peu beaucoup plus de détermination, tout peut se renverser dans moins de 5 ans. Tout peut se renverser. Alors, vous avez l'ambition un jour d'évoluer dans la politique, cher professeur? Bon, personnellement, peut-être quand les choses changeront. Mais c'est vous qui allez changer les choses. Non, c'est-à-dire la politique actuelle, c'est une politique qui a beaucoup de contraintes, si je peux dire. Quand tu es scientifique, tu es un peu libre. Vous voyez aujourd'hui, du genre, mot d'ordre du parti, voilà, si c'est là, quand tu es du genre un peu trop logique, ça risque, beaucoup de choses risquent de t'échapper, quoi. C'est un peu ça la crainte. C'est-à-dire, les gens sont en train de montrer une autre image de la politique. Voilà. Parfois, une politique d'irresponsabilité, si je peux me permettre les termes. Des gens qui passent juste pour injurier. Regarde seulement en RDC. Quand quelqu'un est au pouvoir, toi, tu es à l'opposition. Tout ce que fait le pouvoir, c'est mauvais. Et si tu oses dire que c'est bon, oh non, voilà, on a déjà acheté. Mais ça, c'est quel pays, là? Ça, c'est quel pays où on ne sait pas apprécier. Pas précieux, voilà. On ne sait pas apprécier ce que fait l'autre. Pour montrer que tu es là, tu dois critiquer. Et parfois aussi, quand tu vois quelqu'un critiquer, il n'est pas avec nous. On est encore à un niveau où on doit brandir d'abord la RDC. La RDC, là, par exemple, le Léopard a gagné, tout le monde acclame. On voit aussi les opposants au stade acclamer. Non, comme le président est allé au stade, nous, on ne va pas. C'est un peu difficile, quoi, pour une âme. Mais bon, si vous ne le faites pas, c'est eux qui vont diriger demain. C'est ça. Hein? Ok, alors, mesdames et messieurs, là, c'est le professeur Paul Omanji. C'est avec lui que nous sommes en train de parler comment entreprendre à l'ère du numérique. Qui est ce qu'on appelle entrepreneur, par où commencer pour enfin aboutir. Alors, nous attendons vers la fin de notre émission, cher professeur.
Un message pour tous les jeunes qui vous suivent à présent, qui ont des idées dans la tête, qui sont dynamiques et qui disent être prêts à entreprendre. Mais parfois, ils se demandent où devons-nous avoir les financements, les moyens, par où commencer. Alors, un message pour eux. D'abord, je vais dire aux jeunes qu'ils enlèvent l'idée dans la tête que je ne peux pas entreprendre parce que je n'ai pas de moyens. Il existe ce qu'on appelle la création ex nihilo. Moi-même, j'en suis un exemple. Peut-être un jour, si tu m'invites, je vais te raconter mon histoire. Voilà. Donc, on peut commencer à partir de rien et développer une entreprise qui deviendra une grande entreprise demain. Mais j'insiste encore, quel est votre mode de pensée? Qu'est-ce que vous avez dans la tête? Regarde seulement les téléphones là. Il y en a qui perdent les unités et l'Internet pour suivre les autres. Les polémiques et tout ça. Toute la journée, il suit les polémiques. Ça ne lui rapporte rien. Mais regardez de l'autre côté. C'est lui qui crée les polémiques là. Il multiplie le vu, oui. Il gagne l'argent. Qui d'aider est intelligent. Vous voyez? Donc il y en a qui créent la richesse, il y en a d'autres qui consomment cette richesse. Alors, il faut que les jeunes comprennent ça. Nous sommes à l'ère où chacun doit s'élever. L'État-providence en RDC, c'est difficile parce qu'on l'a dit, si l'État n'a pas assez de moyens. Quand vous êtes à 100 millions d'habitants, avec un budget qui ne présente pas 10 milliards de dollars, diviser 10 milliards par 100 millions d'habitants, peut-être vous allez donner à chaque Congolais 100 dollars pendant 12 mois, ça ne marchera pas. Moi, je l'ai toujours dit même aux fonctionnaires, on nous paye 300 dollars par mois, on va nous payer 500. Ne rêvez pas. Si vous avez 1 200 000 fonctionnaires, par exemple, et qu'il faut donner seulement 100 dollars à un fonctionnaire, donc il vous faudra 120 millions par mois. Où est-ce que l'État aura 120 millions par mois? Maintenant, s'il double à 200, ça sera 240 millions par mois. Alors, si la DGI elle-même qui fait des recettes arrive parfois à 300 millions, c'est pas moi 400 millions, comment on peut défalquer 240 millions rien que pour le paiement? Oui. Donc, il faut que nous soyons réalistes. Et c'est en ce moment difficile ici que les entrepreneurs doivent naître. Okay. Mais le défi, ce n'est pas d'aller dans une banque, donnez-moi 100 000 dollars. Qui va te donner 100 000 dollars? Commencez à partir de rien. Ce qu'on appelle la création ex nihilo. Un téléphone bien exploité peut vous rendre riche. Vous voyez, quelqu'un qui a commencé avec un petit bassin de pain peut devenir riche. Mais qu'est-ce qu'il a dans sa tête? L'idée de survie ou l'idée de devenir grand demain? Voilà, c'est un peu ça. Même vous, vous êtes là, vous travaillez, vous développez, mais qu'est-ce que vous avez dans la tête? Rester définitivement employé et réclamer les salaires, ou de dire peut-être demain, moi aussi je dois être ça. Les hommes forts, ce sont des hommes qui commencent par avoir des idées. Et les idées là, ils les font grandir, vents et marées, ils les font grandir, s'il faut marcher à pied, mais il a des objectifs. Regardez seulement les jeunes qui rêvent d'aller en Europe. Comment ils traversent la mer sans crainte. Parce que dans sa tête, il dit, c'est là ou rien. Eh bien moi, si je veux être millionnaire, je peux dire aussi au Congo, c'est ça ou rien. Même en faisant l'agriculture, ça peut m'amener à... Donc les jeunes doivent rester dynamiques, être moins exploités. Et ça, c'est personnellement mon combat, c'est-à-dire laver la mentalité, révolutionner la mentalité. Si je suis né dans une famille pauvre, je peux dire que la pauvreté se limite avec mes parents. Moi, je serai quelqu'un dans la vie. Et l'expérience a montré qu'ils sont des enfants de pauvres qui réussissent facilement. Qui deviennent aussi de riches. Alors, c'était là les professeurs Paul Omanji avec un message très fort pour tous les jeunes qui nous suivaient de partout. Voilà, ce message, faites-en votre propre message, captez ça, mettez-en en pratique et puis vous allez voir que demain, vous serez un grand modèle, un repère pour la République démocratique du Congo. Chers professeurs, nous sommes arrivés à la fin de notre émission, mais avant de nous séparer, nous voudrions que vous puissiez déguster cette petite surprise qui a été faite pour vous. Est-ce que vous êtes prêts à déguster cette surprise? Pas de souci. Ouais. Alors, nous demandons à la régie de nous balancer quelques vidéos. Bonjour, professeur Paul Omanji. Je suis très content. Je vous exprime toute ma gratitude pour vos services, pour votre attention,
pour votre présence à travers vos conseils, vos coachings tout le jour. Vous nous contaminez scientifiquement par vos expertises. Et votre rigueur est vraiment pour nous un grand avantage. Raison pour laquelle je tenais à vous dire merci. Merci par rapport à tous vos efforts et à tous vos conseils. Bonjour cher professeur Paul Omonji Lokonde. C'est de la part d'Émilie Lokonda. Je vous exprime toute ma gratitude pour votre encadrement, pour votre rigueur scientifique, professionnelle et vos connaissances qui m'ont permis d'atteindre mes objectifs spécifiques, ainsi que vos encouragements durant des périodes difficiles et critiques qui m'ont permis de ne jamais défier mon objectif final. C'est une expérience incroyable de travailler sous votre direction dont les compétences étonnantes sont remarquables. J'avoue que j'apprends quelque chose de nouveau de vous chaque jour. Merci de me montrer comment un bon leader doit mener. Merci d'être là comme un père de famille pour nous. Merci pour votre amour, pour votre soutien, pour vos conseils. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Votre réaction, vos impressions. Bon, ça fait plaisir de voir les jeunes témoigner. J'en ai beaucoup comme ça. Nous, les enseignants, c'est tout ce que nous avons comme honneur. Quand vous voyagez dans l'avion, vous descendez quelque part, vous pensez qu'on ne vous connaît pas, mais les gens se présentent, ils vous rappellent des bonnes choses. Ça nous pousse encore à évoluer dans cette carrière qui fait plaisir. Et à faire surtout attention de ce qu'on est, de ce qu'on fait, parce que la jeunesse, comme on l'a dit, ça nous... Vous êtes un repère, vous êtes un modèle. Ouais, c'est un repère, oui. Voilà. Je suis content quand même de voir mes deux amis parler de ça. Mesdames et messieurs, c'est par ici que nous mettons un terme à notre émission Rendez-vous du soir. Nous avions reçu pour vous aujourd'hui les professeurs Paul Omonji, qui est un repère, un modèle, un coach pour les jeunes. Alors pour tous les jeunes qui ont vraiment des bonnes idées, qui veulent entreprendre, n'hésitez pas à contacter ou à consulter les coachs. Il est là justement pour vous orienter, surtout plus dans les domaines de l'entrepreneuriat. Alors prenez rendez-vous avec nous.